plaisir de me présenter. Je suis Sandy Lalonde, responsable de programme au Fonds de recherche du Québec et gestionnaire de cet appel. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Sylvain Margot. Bonjour, donc mon nom est Sylvain Margot, je suis responsable de programme au Fonds de recherche du Québec secteur santé et j'assiste ma collègue Sandy avec le programme de recherche en milieu collégial, soutien des projets en équipe. Donc, pour le déroulement, en fait, on va vous présenter les grandes lignes des règles de ce programme-ci. On va revenir aussi sur la documentation qui est exigée, sur le processus d'évaluation et on réservera une période de questions à la toute fin. Par contre, tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser la section questions-réponses qui est tout en haut pour transmettre vos questions et on y répondra. On pourra également partager écran et micro à la fin si vous souhaitez poser une question de vive voix, là, si vous trouvez ça plus simple. On se concentrera sur des questions qui pourront être répondues ou être d'intérêt pour tous. Si c'est des questions vraiment très précises, par exemple sur des questions d'admissibilité ou des situations particulières en lien avec votre projet, à ce moment-là, on se réservera un moment après la présentation pour pouvoir y répondre. Donc, comme vous le voyez, là, on passera là, à travers la description du programme, l'admissibilité, les documents exigés, le financement, l'évaluation et comment préparer également une demande. Donc, le programme, peut-être que vous le connaissez déjà, mais ça me fait plaisir là, de vous le présenter de façon plus précise aujourd'hui. Donc, le programme de recherche en milieu collégial est un programme qui consiste en la réalisation d'un projet de recherche en équipe avec des thématiques qui sont en santé. Donc, ça s'adresse à tous les chercheurs de tous les domaines, mais la thématique de votre projet doit principalement être en santé. Donc, votre équipe doit être composée minimalement d'un chercheur et un co-chercheur. On verra la composition des équipes tout à l'heure. Et le financement est de 55 000 $ par année pour un maximum de 3 ans. Donc, l'objectif du programme, en fait, c'est de créer une plateforme de recherche en santé entre les collèges, les CCTT et les FRQ, de promouvoir, de consolider et de maintenir également une base de recherche diversifiée, de favoriser l'émergence et la rétention de l'excellence en recherche dans le réseau collégial. Et on peut dire qu'à travers depuis le début, en fait, du lancement de ce programme-ci, on a vu vraiment l'engouement pour ce programme. On encourage également la formation de la relève en recherche collégiale. Donc, vous pourrez le voir un peu plus tard. On a des critères d'évaluation reliés à ce point-là. On soutient également les projets de recherche structurants en collaboration avec des collèges et universités. Et on facilite également le transfert de connaissances entre le collège et les universités. Donc, les principales étapes, en fait, il y a eu le lancement en juillet, le webinaire aujourd'hui. Vous aurez à déposer une pré-demande le 21 octobre. Tout à l'heure, on vous expliquera la documentation à remettre pour cette pré-demande. On fait l'admissibilité également en novembre de vos dossiers. Vous recevrez un courriel qui confirme votre admissibilité à déposer un projet, une demande complète en fait d'ici le 14 janvier. Et par la suite, il y aura le processus d'évaluation qui se déroulera et les résultats prévus à la fin du mois d'avril. Donc, ici, on vous parle des principes de COARA. COARA, c'est un consortium international qui est dédié à la transformation des pratiques d'évaluation de la recherche. Donc, c'est un chantier qui promeut des pratiques d'évaluation qui sont centrées sur une approche qualitative, enrichie par des indicateurs quantitatifs responsables et contextualisés. Donc, le FRQ a joint COARA en 2023 et on s'engage également dans un processus progressif d'adaptation et de transformation. Donc, en fait, vous allez voir, le CV commun canadien est appelé à disparaître. On a introduit un nouveau CV descriptif. On vous en parlera un petit peu plus en longueur là, tout à l'heure. Donc, ce sera un concept là, qui sera tout en évolution là, dans les prochaines années. Donc, le guide d'évaluation est aussi appelé à être revu éventuellement.
Donc, on est également signataire de la DORA, donc qui consiste à ne pas tenir compte de facteurs d'impact pour évaluer la qualité des travaux scientifiques. Donc, c'est un des aspects qu'on met de l'avant au sein de nos comités d'évaluation. Donc, ici, vous avez les grands principes directeurs de Coara. Je vais vous partager la présentation. Donc, on ne passera pas à travers là, les 2 prochaines diapos, mais en fait, c'est les principes de Coara, c'est vraiment pour reconnaître la diversité des contributions, qui est particulièrement important, je trouve, dans un programme de l'appel de proposition là, de recherche en milieu collégial. On voit aussi là, que c'est pour sensibiliser également la réforme de l'évaluation de la recherche, échanger sur différentes pratiques et expériences. On le voit aussi dans les compositions d'équipes où on permet maintenant des chercheurs de statut 4, on vous le présentera tout à l'heure, mais qui inclut des personnes de milieu de pratique, mais également des citoyens, citoyennes ou des patients partenaires. Donc, je vous inviterai à lire plus attentivement ces diapos-là lorsqu'on vous les fera parvenir. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez cliquer sur les différents liens ou encore nous écrire là, par rapport à ces aspects-là. Je vais prendre le relais de ma collègue en l'invitant naturellement à m'interrompre si jamais je dis trop de bêtises. Et nous allons maintenant nous concentrer sur l'admissibilité en fait des équipes et des dossiers. Donc, en premier lieu, nous allons regarder la composition des équipes de recherche. Alors, il est nécessaire que le chercheur ou la chercheuse principale obéisse au statut 3 des règles générales communes. Je vous invite à regarder ce statut grâce aux hyperliens qui seront dans la présentation. Donc, il est obligatoire que le chercheur ou la chercheuse principale, en gros, soit un chercheur ou une chercheuse de collège. Il est également obligatoire d'avoir au moins un co-chercheur ou co-chercheuse qui obéissent au statut 1, 2 ou 3 des règles générales communes. On détaillera ces statuts un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, dans cette équipe de recherche, au moins un membre doit détenir un diplôme de doctorat. S'il ne s'agit pas du chercheur ou de la chercheuse principale, alors il faut qu'au moins un co-chercheur ou une co-chercheuse dispose d'un diplôme de doctorat. C'est une condition nécessaire pour appliquer au programme. Ensuite, facultativement, donc vous n'êtes pas obligé, mais si ça donne, n'hésitez pas, vous pouvez également joindre des co-chercheurs, des co-chercheuses supplémentaires de statut 1, 2, 3 et même 4, sans restriction de nombre à votre équipe principale. Également, des collaborateurs ou des collaboratrices sans restriction de nombre. Encore une fois, si jamais vous avez besoin de vérifier les détails des différents statuts, je vous inviterai à regarder en ligne nos règles générales communes. Alors, regardons très rapidement ce que sont les différents statuts pour les personnes qui ne seraient pas encore familières avec eux. Donc, le statut 1, c'est le statut de chercheur ou de chercheuse universitaire. Et pour cela, en fait, la personne doit obéir aux critères suivants. Premièrement, être titulaire d'un doctorat. Deuxièmement, être rémunéré pour un poste régulier, soit en tant que professeur dans un établissement universitaire reconnu, ou alors comme chercheur ou chercheuse dans un CIUS ou un CISSS, établissement public affilié à une université. Et également, très important, la personne doit pouvoir diriger des étudiants et des étudiantes ainsi que des projets de recherche. Les 3 conditions que l'on vient de citer, en fait, sont nécessaires pour statuer du premier statut selon les règles générales communes. Le second statut concerne les chercheurs et les chercheuses universitaires cliniciens ou cliniciennes. Donc, le poste doit être à temps plein ou à temps partiel dans un établissement reconnu pour gérer du financement, donc pas nécessairement une université. La personne doit pouvoir, encore une fois, diriger des étudiants et des étudiantes ainsi que des projets de recherche. Naturellement, doit être titulaire d'un diplôme professionnel en santé, suivi d'au moins 2 ans de formation ou équivalent. Et son permis de pratique doit être en règle pour exercer au Québec. Enfin, le statut 3, qui est le statut donc normalement de chercheur ou de la chercheuse principale pour ce programme-ci. Donc, la personne doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un doctorat,
doit avoir une tâche à temps plein dans un établissement collégial reconnu et ou un CCTT, doit pouvoir diriger des projets de recherche et occuper un des postes suivants, à savoir un poste d'enseignement dans un établissement collégial ou un poste de recherche dans un CCTT, ou alors un mélange des deux, c'est-à-dire un poste d'enseignement collégial avec au moins 75% d'activité de recherche. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de dialogue où nous avons une période de questions réservée à la fin de la présentation. Alors après, il y a le statut 4 que nous avons énoncé, qui est un petit peu particulier parce qu'il s'agit en fait des autres statuts en recherche. Donc, parmi ces statuts-ci, nous avons donc chercheur ou chercheuse d'un établissement gouvernemental reconnu par le FRQ, chercheur ou chercheuse d'une organisation du secteur gouvernemental non reconnue par le FRQ ou bien le secteur privé. Ensuite, personnes de milieu de pratique, donc qui vont être ajoutées à l'équipe en fait pour leur savoir expérientiel. Artistes lorsque cela est nécessaire. Et enfin, personnes contribuant à titre individuel, ce qu'on appelle citoyen ou citoyenne dans notre jargon. Et en fait, ça, ce sont des personnes dont l'expérience en fait vient plus d'une expérience approfondie à titre personnel, en fait un savoir expérientiel non professionnel en quelque sorte. Sylvain, j'ajouterais Oui. que pour les statuts 4, en fait, on les appelle les autres statuts en recherche parce que ce sont des statuts qui ne peuvent pas se voir gérer du financement. Donc, il n'y a aucun transfert interétablissement qui serait possible pour ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'on les met dans une catégorie différente. Merci. J'avais oublié ce détail. Alors, dans ce projet-ci, en fait, quelles sont les conditions auxquelles doit obéir le chercheur ou la chercheuse principale? Alors, on lui demande naturellement une expertise pertinente dans le domaine considéré. Toutefois, il faut bien considérer que même si sa discipline principale n'est pas en santé, la personne reste admissible tant que son projet de recherche porte sur des enjeux de santé. Donc, prenons un exemple particulier qui me vient comme ça, qui n'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais bon, supposons que vous ayez un projet artistique en lien avec la diffusion en fait de résultats de recherche en santé, par exemple, où vous voulez faire des capsules promotionnelles pour le milieu professionnel de la santé, de formation, ce genre de choses, ça pourrait par exemple être pertinent dans le sens où ce que vous faites en fait porte sur des enjeux de santé, même si votre discipline principale, par exemple, est l'art ou ce genre de choses. C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est le seul qui me vienne comme ça spontanément en tête. Naturellement, vous allez voir qu'il y a plusieurs secteurs du FRQ où vous pouvez déposer votre demande, ce qui est des fois un petit peu gênant quand vous êtes très interdisciplinaire, mais vous devez vous limiter à un seul des secteurs. Donc, choisissez celui dans lequel vous vous sentez le plus pertinent ou pertinente, toujours en gardant en tête que, naturellement, vous devez justifier de cette pertinence pour le comité d'évaluation. À titre de chercheur ou chercheuse principale, vous ne pouvez déposer qu'une seule demande. Par contre, vous pouvez être co-chercheur ou co-chercheuse sur d'autres demandes. Donc, ce n'est pas parce que vous faites partie d'une autre équipe de recherche que cela vous interdit en fait de participer en tant que chercheur ou chercheuse principale et vice-versa. Pour les personnes qui auraient déjà participé à un projet PREC qui ait été financé, vous devez attendre votre dernière année de financement avant de faire une nouvelle demande. Il y a certaines personnes dont les calendriers sont des fois un petit peu ambigus. Assurez-vous avec nous à ce moment-là de votre admissibilité avant de vous lancer dans cette aventure. Et si je peux préciser, donc on parle bien d'un projet financé dans le cadre du programme de recherche en milieu collégial du secteur santé et non du côté de nos collègues. Donc, si vous avez un financement, par exemple, du côté Société Culture ou Nature Technologie, on ne tient pas compte de cette condition. C'est vraiment si vous êtes déjà financé pour le programme PREC. Alors, quels sont les documents qui vont être exigés? Donc, prenez bien note que si vous avez déjà soumis une demande après, que ça va changer cette année à cause du nouveau CVFRQ. Donc, on vous a fait un beau tableau avec des croix
très visuel, on a essayé d'être le plus simple possible. Et vous avez des hyperliens également dans la présentation qui vous permettront d'accéder directement aux documents requis. Donc, premièrement, vous avez le formulaire électronique dans le portail FRQNet, comme d'habitude. Vous avez donc le nouveau CV FRQ. Ah, pardon, excusez-moi, je reprends pour la pré-demande pour le chercheur principal. Voilà, donc le formulaire électronique, comme d'habitude. Le nouveau CV FRQ. Vous avez également ce qu'on appelle un complément de CV FRQ qui va venir en fait apporter des informations supplémentaires qui ne sont pas forcément pertinentes dans le CV en tant que tel. Une description du projet en 3 pages, une justification de la pertinence du projet en 1 page et le rôle des membres de l'équipe sur 2 pages. Pour les autres membres lors de la pré-demande, donc les co-chercheurs de statut 1, 2, 3, 4A, 4B et 4D devront, eux ou elles aussi, remettre un CV FRQ, un complément de CV FRQ et un formulaire de consentement qui, si je ne dis pas de bêtises, samedi en fait se remplit directement dans le portail FRQNet. Hein. Voilà. En ce qui concerne, par contre, les autres membres de l'équipe, à savoir les co-chercheurs de statut 4C, 4E ou les collaborateurs et collaboratrices, au niveau de la pré-demande, ces personnes-là n'ont rien à remplir. Advenant, nous vous le souhaitons, que vous passiez le passage de la pré-demande, vous voilà qualifié pour la demande. Naturellement, il va falloir maintenant étoffer un petit peu votre projet. Et voici les documents qu'il va vous falloir soumettre en plus de ceux que vous aurez déjà soumis pour la pré-demande. Donc pour le ou la chercheur principal, il va falloir remplir un formulaire qui porte sur les objectifs de santé durable, donc une lettre d'appui de votre établissement, une description de votre projet plus étoffée sur 10 pages maximum, la description des rôles des membres de votre équipe sur 3 pages maximum. Notez bien que la composition de votre équipe peut changer entre la pré-demande et la demande. Assurez-vous juste avec nous à ce moment-là de la qualification des statuts, éventuellement des nouveaux membres, pour éviter toute confusion lors de l'évaluation du dossier. Nous allons vous demander également un échéancier des activités de recherche sur 2 pages maximum, ainsi qu'un plan de transfert des connaissances sur 2 pages. Maintenant, en ce qui concerne les autres membres de l'équipe, au stade de la demande, donc les co-chercheurs de statut 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C vont remettre un formulaire de consentement, encore une fois disponible par le portail FRQNet. Les citoyens et citoyennes, c'est-à-dire les co-chercheurs de statut 4E, n'ont pas de formulaire de consentement à remplir, mais par contre un formulaire de motivation. Voilà. La différence venant du fait que ces personnes-là apportent un savoir expérientiel et les autres, en fait, consentent en gros à participer de manière un peu plus, je veux dire, pratique au projet de recherche. Enfin, les co-chercheurs de statut 4D, c'est-à-dire les artistes, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices n'ont rien à fournir une fois encore. C'est un survol rapide. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir, nous envoyer un courriel ou alors consulter la page des règles de programme. On essaiera de vous accompagner à travers tout ce processus de la manière la plus claire possible. Et je cède la parole à ma collègue pour la partie financement. Si je peux seulement ajouter pour le CV FRQ, donc c'est un CV qui est descriptif, qui est très différent du CV commun canadien qu'on utilisait auparavant. Donc, je vous invite à vraiment consulter la page sur notre site web qui est dédiée au CV FRQ. Vous y trouverez un gabarit, notamment un webinaire également qui a été donné au printemps à ce sujet. Donc, si vous avez davantage de questions en lien avec le CV FRQ, ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, pour le financement, Sylvain, je vais te demander de changer la diapo. Merci. Donc, pour ce programme, on financera 2 projets sur 3 ans pour un budget total minimum de 330 000. Il y a
165 000 par projet qui sera versé, donc 55 000 par année. Et à cela s'ajoute un financement additionnel pour les frais indirects de recherche de 27 qui est réservé à la portion budget. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un budget total minimum de 330 000 parce que la particularité de ce programme, c'est que vous pourrez utiliser votre subvention pour le projet, mais également pour votre salaire. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Le chercheur principal peut demander un dégagement jusqu'à la hauteur de 0,5 équivalent temps plein ou pour un maximum de 45 000 par année. Et à cela s'ajoute aussi un dégagement additionnel pour soit un soutien salarial ou un dégagement. Donc, on parle de dégagement quand on parle d'un professeur collégial ou un soutien salarial lorsque l'on parle d'un chercheur de collège en CCTT. Donc, c'est une enveloppe budgétaire distincte pour le soutien salarial où un seul co-chercheur de votre équipe pourra être identifié pour recevoir 20 supplémentaires pas 20 du salaire brut additionnel. C'est ça. Donc, le projet peut recevoir d'autres subventions ou des contributions monétaires, des contributions en nature, incluant celles des établissements, des CCTT, des universités, des ministères et autres organismes. Donc, vous aurez une section à compléter dans le formulaire qui s'appelle « Autres sources de financement ». Donc, ce n'est pas un désavantage de compléter cette portion-là. Ça nous permet à nous de bien comprendre la faisabilité si vous avez d'autres sources de financement. Et bien sûr, une partie de la subvention peut être versée également à un autre établissement si des travaux nécessaires ne peuvent pas être réalisés dans l'établissement d'attache. Donc, à ce moment-là, les co-chercheurs admissibles de statut 1, 2, 3 peuvent se voir verser un transfert interétablissement. Donc, on arrive au niveau de l'évaluation. Nous allons former, comme à l'habitude, un comité de pairs selon nos barèmes et tous les projets qui auront le seuil d'excellence de 70 pourront être financés. Donc, et parmi les projets finançables, les deux projets avec la meilleure note recevront du financement. Donc, vous serez jugé pour le projet de recherche à 40 les compositions d'équipe et vos collaborations à 30 les retombées et les diffusions de connaissances à 15 et la mobilisation de la relève étudiante à 15 Donc, si on va un petit peu plus en détail, on les a un petit peu plus loin dans la présentation, ils sont également disponibles sur le site le site des FRQ sur la page des règles de programme. Donc, on pourrait y revenir tout à l'heure si vous avez des questions plus précises en ce sens. Donc, pour préparer une demande, bien sûr, on vous demande de consulter les règles de programme parce qu'on a parfois, comme c'est un programme qui est interdisciplinaire et qui porte sur des enjeux de santé, peut-être vous venez d'un autre secteur et que nos règles présentent des conditions ou des façons différentes de faire. Donc, on vous demande de bien prendre connaissance des règles de programme, mais également de la boîte à outils disponible sur notre site web. On vous le présentera tout à l'heure. On a une petite image pour ça. On vous demande aussi de vous inscrire ou de vous connecter au portfolio électronique. Donc, on a changé le visuel de notre portfolio électronique cet été. On est maintenant vers une nouvelle plateforme. Donc, si vous devez vous connecter une première fois, ils vont vous demander de régénérer un mot de passe si vous avez déjà un compte FRQ avec nous. Si vous n'en avez pas du tout, à ce moment-là, on vous invite à vous inscrire et à créer votre compte FRQNet pour pouvoir accéder au formulaire. Par la suite, on vous demande d'ouvrir un formulaire qui est du côté de l'ancien portail FRQNet. On vous présentera également, si vous n'êtes pas familier avec la nouvelle plateforme, comment vous y rendre tout à l'heure. Donc, ce programme-ci a été généré dans l'ancienne plateforme. Donc, vous retrouverez le visuel comme vous avez l'habitude de le voir là, avec nos anciens programmes. Donc,
on vous demande d'ouvrir un formulaire pour prendre connaissance réellement des différentes sections à compléter, des documents à transmettre, mais aussi si vous avez des consentements à obtenir de la part de vos co-chercheurs, mieux vaut les inscrire dans votre formulaire plus tôt que tard. À ce moment-là, ils vont recevoir une notification pour pouvoir aller remplir leur consentement. Il faut dire que s'il manque un consentement à votre demande de la part d'un co-chercheur à la date du dépôt de la pré-demande ou encore de la demande, vous ne serez pas en mesure de transmettre votre formulaire. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de le faire plus tôt que tard. Vous allez devoir joindre aussi les documents exigés. On vous demande de bien prendre connaissance aussi du nouveau CVFRQ. Peut-être vous devez le compléter là, pour le remplir pour un autre programme ou peut-être c'est votre première fois. Donc, étant donné qu'on recommence un peu de zéro, vous aurez à y mettre peut-être un petit peu plus de temps. La particularité aussi du CVFRQ, c'est que vous devez le personnaliser pour le programme. Donc, vous devez aller chercher les éléments de votre CV qui sont réellement pertinents pour ce programme-ci. Donc, vous aurez à le retravailler probablement pour le personnaliser pour chacun des programmes sur lesquels vous souhaitez appliquer. Par la suite, vous aurez à soumettre le formulaire avant la date limite de l'établissement. Donc, on vous présentera tout à l'heure où aller voir si votre établissement a mis une date interne. Les établissements, lorsqu'ils mettent une date interne, souvent, c'est pour vous soutenir aussi dans le dépôt de votre demande. Ça permet souvent là, de pouvoir revoir les éléments que vous avez joints à votre demande et si il n'y a pas des documents manquants. Donc, lorsqu'on le fait plus tôt, ça permet à l'établissement de pouvoir vous retourner votre demande, la corriger avant de la soumettre de nouveau. Et par la suite, bien sûr, on s'attend à ce que vous fassiez le suivi dans le portail pour vous assurer que votre établissement a bien transmis la demande au fond. Donc, nous, on reçoit la demande, la transmission finale de votre demande lorsque vous aurez le statut transmis au fond dans votre portfolio électronique. Pour l'étape de la demande, en fait, on vous demande de remplir le nouveau formulaire de demande. Les sections qui sont similaires et les documents qui ont été joints vont être complétés de façon automatique. Donc, on vous demande de les mettre à jour, de mettre à jour aussi les documents, comme par exemple la description de projet. Vous aurez davantage d'espace à la demande pour décrire votre projet. Donc, vous aurez à changer ce document-là, par exemple. On vous demande aussi de compléter l'ensemble des autres documents exigés pour la demande et encore là, vous transmettez votre formulaire à l'établissement et par la suite, vous transmettez au fond avant la date limite prévue pour ce programme. Donc, ici, dans la petite section aide visuelle. Donc, ici, vous avez nos règles de programme. Vous pouvez cliquer directement sur le lien pour vous y retrouver. Et vous pouvez voir dans la case tout en bas, les petites cases bleues. Si vous avez des questions, c'est un petit formulaire que vous pouvez compléter. À ce moment-là, nous, on reçoit le courriel, on vous répond rapidement. Si vous avez également dans la boîte à outils, vous trouverez le formulaire, par exemple, pour les citoyens et citoyennes, le lien directement pour vous rendre directement sur la page du CVFRQ, nos différentes sections. Si vous cherchez également le lien pour vous rendre sur le portfolio électronique, vous pouvez cliquer directement là et vous allez voir pour le webinaire, au lieu du lien d'inscription, vous retrouverez l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, ici, vous allez lorsque vous allez aller sur la page du nouveau portail FRQ, tout en haut à gauche, vous allez trouver Ancien portail FRQ. Donc, vous allez devoir cliquer d'abord sur ce lien-là. Et par la suite, vous allez voir les petits icônes qui vont apparaître. Vous allez cliquer sur votre portfolio électronique. Donc, je croyais qu'on avait un petit visuel pour
Le règle de programme, donc on ne l'a pas mis ici dans notre présentation, on l'ajoutera là, pour que vous puissiez voir, ou peut-être qu'on pourra prendre quelques instants pour vous partager un visuel dans le portfolio électronique pour que vous puissiez voir où aller voir les consentements. Donc, sinon, on l'ajoutera dans la présentation qu'on va vous faire parvenir là, en PDF d'ici la fin de la journée. Donc, au niveau des petits conseils généraux, donc, attendez pas à la dernière minute. Il y a plusieurs nouveautés là, cette année avec le programme. Bien prendre connaissance des instructions si vous avez des questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous via le lien, l'adresse courriel PREC Santé. On l'a mis à la fin de la présentation. Comme ça, à ce moment-là, Sylvain et moi ou d'autres collègues en cas d'absence de notre part vont pouvoir vous répondre rapidement. Assurez-vous également de bien prendre connaissance des critères d'évaluation afin de pouvoir répondre à ces critères-là dans les différentes documentations que vous allez devoir nous remettre là, dans les documents exigés. On vous demande bien sûr d'utiliser une formulation claire et dynamique dans le sens où, comme c'est un programme qui est très intersectoriel, on va avoir probablement un comité d'experts très diversifié. Donc, assurez-vous à ce moment-là de pouvoir être compris par tous. Assurez-vous aussi de la cohérence entre les différentes sections. Parfois, on remarque des différences dans les informations, dans le formulaire versus le CV, par exemple, ou encore des co-chercheurs qui ont été indiqués, mais dans les rôles des membres de l'équipe, le document est différent. Donc, juste dans les changements que vous allez faire, là, vous assurer là, que tout est cohérent. On vous demande aussi de faire réviser votre demande par un collègue. Ça permet là, de valider là, des petites erreurs justement de cohérence qui pourraient arriver à la toute fin avec les derniers changements ou encore par votre établissement s'ils offrent le service, bien sûr. J'ajouterai à titre de conseil personnel d'ouvrir un formulaire dès la fin de cette présentation, juste pour vous assurer que tous vos accès FRQNet fonctionnent, que le formulaire vous semble clair et qu'il n'y ait pas de section qui vous semble manquer, parce que disons que les ennuis techniques à 48 heures de la date limite, ça ne plaît à personne, ni à vous, ni à nous. Donc, n'hésitez pas à faire en sorte, si de problèmes techniques il doit y avoir, qu'ils arrivent le plus tôt possible pour la sérénité de tous. Donc, la prédemande est attendue le 21 octobre. Ça va arriver vite. Donc, on vous invite vraiment à ouvrir un formulaire et à communiquer avec nous si vous avez des questions. Par la suite, déjà au mois de novembre, on va communiquer avec vous pour vous aurez la possibilité d'ouvrir votre formulaire de demande si votre prédemande est admissible et vous aurez jusqu'au 14 janvier pour la compléter. Donc, les établissements d'attache des chercheuses et chercheurs principaux devront approuver les demandes de financement avant sa transmission au FRQ. Et les personnes qui œuvrent en CCTT, ce sera l'établissement d'enseignement collégial d'affiliation qui devra approuver votre demande. Donc, nous serions maintenant rendus à la période de questions.